chez vous, à la maison, et bon début de semaine. Merci de nous rejoindre sur les ondes de la Deuxièmerie Télévision pour suivre votre émission C'est Politique. Je commence comme d'habitude avec la lecture des journaux qui sont parus ce matin dans la ville-province de Kinshasa. Je démarre cette lecture des journaux avec Congo Nouveau qui écrit à sa manchette « Élection vers un glissement ». Présidentielle 2023, faut-il craindre pour Katumbi et Matata? La prospérité de son côté écrit la CENI-France. Voici la liste provisoire des candidats à la présidentielle 2023. Ouragan écrit Nanga, l'accord, l'exil et les élections. On s'entretue à la Chopo. Le vrai modérateur boucle cette lecture des journaux, titre à sa une, observation électorale, la SADC s'entretient avec le FCC et fait le buzz. Ça n'est fini pour la lecture des journaux. Nous allons questionner les fonds de ces journaux avec mon invité. Nous recevons pour vous Basile Diatezoa. Il est expert des questions politiques, mais également des questions sécuritaires de la République démocratique du Congo. Monsieur Basile, bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous commençons généralement par les biscuits. Est-ce que vous avez une information qui vous tient à cœur, que vous voulez partager avec le grand public, qui vous retrouve en ces moments? J'apprends qu'il y a des tractations dans certains milieux extérieurs pour qu'il y ait une transition négociée. Ça dit qu'on reporte les élections. Et je crois que nous devons nous montrer sérieux. Le gouvernement doit organiser ces élections. Et ce n'est pas à des acteurs extérieurs qui ont des intérêts qui ne touchent pas nécessairement au peuple congolais. C'est à nous, les Congolais, à montrer qu'on est responsables et que nous devons suivre la loi, les principes qu'on s'est donnés. Il faut organiser ces élections. Et je n'approuve pas l'idée d'une transition négociée. Une transition négociée, mais est-ce important pour le premier mandat d'un président de la République que nous passions directement à une transition? Non, justement. Non, il faut lui donner la possibilité d'avoir son second mandat. Pourquoi? Pour quelles raisons? Si ce n'est que des intérêts cachés, inavoués. Non, je crois que nous devons aller aux élections et que tous ces prétendants, ils doivent prouver au peuple congolais qu'ils sont capables d'apporter des solutions viables et durables à tous ces problèmes qui se posent dans notre pays. Dans la politique, y a-t-il un moment où l'on peut parler d'une transition? On a connu une transition à l'issue de la conférence nationale dite souveraine, mais qui avait échoué. Et on a vu les conséquences après. C'était le chaos total. Et à un certain moment, le pays était presque partitionné en 3 territoires. Il a fallu l'intervention de certains acteurs extérieurs, étrangers, pour arriver à recoller les morceaux, mais ils en ont profité aussi pour imposer leur conception de l'organisation politique de notre pays. Et c'est le drame que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Très bien, puisque nous parlons politique, la CENI a publié une liste provisoire des candidats à la présidentielle prévue au mois de décembre. Je dois lire cet article, question de vous donner un peu de la matière ce matin. Au total, ils sont au nombre de 24 à manifester l'intention de se porter candidat à la présidentielle 2023. Ainsi, Félix Tshisekedi lui-même, aussi candidat à sa propre succession. Pourrait-il rivaliser d'ardeur pour tenter de remplir avec les 23 autres compétiteurs? Hier, en effet, la CENI s'est conformant à son match qu'elle a du reste rappelé dans un nouveau communiqué, a publié la liste provisoire des candidats présidentiables
ainsi que les dates précises relatives à l'ensemble du processus électoral, en commençant le reste de ces opérations, y compris son activité de sensibilisation électorale prévue ce matin à l'hôtel Béatrice à la lisière de la Gombe. Ces candidats sont au nombre de 24. Il y a Félix Tshisekedi Tshilombo, Adolphe Mozito Fumumba, Moïse Katumbi, Matata Pogno, Martin Fayoulou Matidi, José-Marie Fokou, Noël Chani, Mwadian Vita Denis Mukwege, Rex Kazadi, Moutamba, Tungunga Constant, BND, Eliko Jean-Claude, Kikuni 7, Sisanga, Impungu Djakasenge Kapitou Denis, Boussefal Georges, ainsi de suite. Je reviens à vous, Basile Diatezoa. Le profil d'un candidat président, comment doit-il se présenter? Je voudrais d'abord attirer l'attention du peuple congolais. Si nous prenons la constitution actuelle, en ce qui concerne l'article 213, le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Cet article qui semble être anodin, si vous analysez le contexte actuel, nous devons faire attention à ceux qu'on donne le mandat, le cutus, de diriger notre pays. De telles prérogatives, si nous avons à la tête du pays une personnalité qui œuvre pour des intérêts qui ne touchent pas au peuple congolais, à l'avenir du peuple congolais, donc les intérêts extérieurs, je crois qu'il serait prudent pour nous, Congolais, de choisir un bon candidat capable de défendre les intérêts du peuple congolais. Ça, pour moi, c'est d'abord le premier principe basique. On ne va pas élire n'importe qui, sinon, vous savez, l'Afrique vit maintenant un processus de reconquête impériale. Reconquête impériale. Impériale des anciennes puissances coloniales. Bon, on nous a donné une certaine indépendance dans les années 60, mais on voit bien que dans leur stratégie, il y a toujours cette volonté de contrôler le destin des peuples d'Afrique. Et nous devons être très prudents dans tout ce que nous posons comme acte politique, comme organisation, et ne pas mettre sur la scène politique des acteurs qui demain ne seront là que des pantins pour défendre les intérêts de certains milieux connus. Donc, soyons prudents dans le choix de nos décisions. Là, vous parlez de qui, hein? Vous êtes resté philosophique, hein? Les candidats sont connus et leur identité est également dévoilée. Quand vous dites que nous devons être prudents dans le choix pour ne pas choisir le patin, qui sont les patins d'après vous? Ben, je dois être franc, hein, puisque ça a toujours été, disons, des thématiques dans mon combat politique depuis plusieurs années. Si je prends quelques candidats, la liste de quelques candidats, prenons le cas de notre compatriote Moïse Katumbi. C'est un homme d'affaires qui a sa façon d'organiser ses activités industrielles, économiques, mais on voit bien que c'est plus l'argent, c'est plus les affaires. Et c'est dans cet esprit léopoldien, c'est-à-dire que on ne voit pas l'avenir de ce peuple, mais on voit plutôt les intérêts pour, disons, sa gloire personnelle. Moi, je pense que c'est une personnalité qui, si aujourd'hui il arrive à la tête du pays, eh ben, il va liquider le Congo, le peu qui nous reste encore. Donc pour moi... Oui. Le deuxième candidat... Je voudrais rappeler que nous restions sur Moïse Katumbi. Ce n'est pas contradictoire ce que vous dites quand on sait qu'il est important d'élire aussi des gens qui ont un bon CV, un bon cursus, qui sont pour des Congolais ou pour les Africains des modèles. Katumbi, vous dites un businessman, oui, mais qui a reçu dans ce qu'il fait comme affaire. On peut dire qu'il a un bon profil, parce que si on interroge son passé, on voit qu'il a excellé dans le domaine qui est le sien. Mais nous pouvons aussi prendre comme modèle Léopold II.
Léopold II qui a créé le Congo, ce n'était pas pour le bonheur des Congolais, c'était pour sa poche. Et pendant tout le temps qu'il a régné sur le Congo, c'était le pognon d'abord. C'est pas les indigènes étaient là pour travailler comme des esclaves pour son enrichissement personnel. Mais quand prenons le cas, il y a la loi sur les exploitations, la loi foncière, les exploitations minières. Jusqu'aujourd'hui, il est le seul candidat à la présidence qui s'oppose à cette loi qui a été élaborée par le pouvoir précédent, le pouvoir Kabila, pour sauver un peu quelques intérêts miniers. Mais pour lui, non, cette loi ne doit pas être changée. Ça doit rester. Pourquoi? Parce que, bon, il y a des intérêts extérieurs qui sont là, derrière lui, comme ses menteurs, pour qu'il soit à la tête de ce pays et pour liquider carrément le pays. Donc je crois que confondre la politique, les affaires, ça ne marchera pas. Donc un candidat déjà à éliminer, d'après Basile Diatezoa. Démocratiquement éliminé. Très bien, nous allons avancer. Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, notre prix Nobel de la paix. D'abord, il faut voir dans quel contexte la personnalité du docteur Mukwege, que je respecte beaucoup, j'apprécie son travail, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait pour soigner, pas pour réparer, mais pour soigner nos mamans qui ont connu. Oui, mais ça c'est du mépris, c'est de la mesquinerie intellectuelle. On ne répare pas un être humain, on le soigne. Ça a été, et d'ailleurs, c'était une campagne médiatique de ces milieux extérieurs qui l'ont soutenu. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé. L'origine, d'abord, quand on a tué, on a éliminé Laurent Kabila. Mugabe va imposer Joseph Kabila parce que il y a un narratif qui dit que c'est Kagame. Kagame n'a rien à voir sur Kabila, sur Joseph Kabila. C'est Mugabe qui l'a imposé. Mais Mugabe est allé en Belgique. Qui, Joseph Kabila. Oui, Joseph Kabila. Ah oui, c'est Mugabe. Le président honoraire. Mais bien sûr, c'est Mugabe qui est allé plaider la cause de Joseph Kabila auprès de Louis Michel à Bruxelles. Et Louis Michel qui a dit on veut bien le soutenir, mais nous avons des conditions à lui poser. Et quand Mugabe est rentré, il a appelé le président Kabila pour lui dire écoutez, Louis Michel viendra aux obsèques de votre père, mais il faut accepter les conditions qu'il va vous poser. Et parmi ces conditions, il y avait la suppression de la loi Bakajika. Et les sols et les sous-sols appartiennent. Cette loi a été supprimée. C'est Joseph, le pouvoir de Kabila. C'était la condition primordiale d'abord. Et que tous ceux qui avaient perdu leurs droits fonciers à travers cette loi devaient revenir dans leurs droits. Ce qui a été fait avec le Parlement qui s'est réunissait à Lubumbashi. La loi a été supprimée. Vous dites que la loi a été supprimée. Mais la loi a été supprimée, cher ami. Mais vous savez, la subtilité politique. La constitution actuelle qui a été, disons, initiée dans les milieux que nous connaissons. L'article 213. Oui, elle dit quoi? Dit que... Il dit quoi? Non, l'article... pardon, pas l'article 213. L'article 9. L'article 9. L'article 9 de notre constitution actuelle dit que l'État exerce une souveraineté permanente sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Hein? Mais justement, cette subtilité juridique, c'est-à-dire que la loi Bakajika était dans notre constitution. Le sol et le sous-sol appartenaient à l'État. Mais la souveraineté n'est pas la propriété. Vous voyez un peu la nuance. Mais pour flouer les Congolais, on a fait cet article pour montrer aux Congolais que l'État est souverain, mais la souveraineté n'est pas la propriété. Il faut comprendre un peu... Non, mais partant de cette nuance, oui. Vous voulez dire quoi aux Congolais qui sont en train de nous suivre? Oui, mais je veux dire
de faire attention à des acteurs politiques qu'on donne mandat. Parce que la stratégie de ces milieux, c'est quoi? C'est une reconquête impériale. Pour des raisons, on a commencé à parler d'abord de Dr Mukwege. Mais vous savez, mais les Européens, depuis 2015 qu'on a commencé à parler de les Européens à la conférence de Berlin, ils avaient l'argument philanthropique pour venir coloniser, se partager l'Afrique. Pour le Congo, il a fallu trouver un narratif qui justifie les interférences extérieures. Et ces interférences, c'était quoi? C'était des raisons humanitaires. Il fallait démontrer à la face du monde, à la communauté internationale, que le Congo traversait la plus grande catastrophe humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et Louis Michel, qui avait élaboré toutes ces stratégies, il a mis son agenda stratégie et il fallait d'abord montrer qu'il y avait effectivement une catastrophe humanitaire sans précédent. Une ONG américaine a été contactée pour faire une étude démographique pour, disons, exprimer des statistiques macabres sur la situation humanitaire du Congo en avançant des chiffres fantaisistes, plus de 3 millions de morts à cette époque-là. Mais quand vous lisez ce rapport... Est-ce que la contre-expertise était faite ou bien c'est vous justement, qui jetez en pâture ce qui a été fait? Mais justement, des scientifiques démographes ont démontré que c'était des statistiques macabres truquées. On voulait seulement l'utiliser pour des fins politiques. Hein, parce que quand vous lisez le rapport de cette ONG américaine, elle explique, cette ONG explique l'origine de cette catastrophe démographique. D'abord, la dégradation du tissu sanitaire après l'indépendance, la mauvaise gouvernance de la Deuxième République, ainsi de suite, et puis les guerres civiles que nous avons connues dans notre pays. Bref, il a essayé de donner des chiffres pour montrer que il y a effectivement une catastrophe humanitaire sans précédent qui nécessite l'intervention de la communauté internationale. Ce n'était pas vrai, d'après vous? Ben bien sûr, puisque ça, mais les méthodes utilisées par cette ONG, ça a été contesté par des scientifiques démographes. Donc c'était au fond un outil politique pour justifier la même mise sur le Congo. Mais quand on parle aujourd'hui de la MONUSCO, mais la MONUSCO, tout ça, ça faisait partie de la stratégie. Depuis qu'on a créé la MONUSCO, qui est le secrétaire général adjoint chargé de la MONUSCO, où vous allez comprendre pourquoi. C'est toujours la France, toujours les milieux francophones qui sont là pour contrôler ce qui s'est fait au Congo. Non, ce sont des pays puissants qui... Le cas du docteur Mukwege, il a été justement dans cette stratégie qui a été élaborée, les mamans violées. Hein? Bon, vous savez, le narratif des mamans violées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez encore parler de cette propagande en Europe? Non. Les mamans n'étaient pas violées. Si, il y a eu des viols. Vous savez, quand l'État est en faillite, même ici à Kinshasa, il y a des viols. Quand l'État est en faillite... même pas la dimension... Non, je suis d'accord. Nous sommes dans des guerres civiles. C'est normal que vous trouvez des indisciplinés, du n'importe quoi, là, des voyous, des sadiques, tout ça, là. C'est partout dans le monde. Mais dans le cas du Congo, il a fallu trouver des arguments pour montrer qu'il y avait nécessité d'imposer un ordre politique au Congo. Et des gens comme les Mukwege ont été utilisés, malgré leur bonne volonté, leur intelligence, ils ont été embarqués dans cette stratégie. Non, mais c'est pas cracher sur la mémoire scientifique de Mukwege quand vous dites qu'il a été utilisé dans cette stratégie macabre de il en est conscient. Il en est conscient. Mais il a été embarqué. Écoutez, il est responsable d'un centre médical qui soigne les mamans violées, les traumatisées. Mais toutes ces ONG qui interfèrent à l'est du Congo, là, qui amènent de fonds, les aides qu'on apporte à la fondation Panzi, tout ça là, est-ce que lui peut refuser ça? Il va pas refuser, puisqu'on lui apporte l'argent. Oui, c'est parce qu'il fait un bon boulot, il a besoin d'être soutenu. Je suis d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a amené à avoir cette médaille-là?
Un travail bien fait, mais mérite d'être honoré. Ce n'est pas un travail politique, c'est un travail médical. Il y a combien de médecins congolais qui vivent dans des zones retirées avec des salaires médiocres, mais qui se donnent cœur et âme pour faire leur mission médicale? Non. Le docteur Mukwege a été utilisé par ces milieux. On lui a donné ce prix Nobel pour le présenter dans des salons connus et on veut en faire un acteur politique. Mais cette préparation aussi, il faudrait rester dans votre argumentation. La préparation du docteur Denis Mukwege a commencé quand? Mais je vous dis que ça a commencé quand certains milieux, belges en particulier, se sont interférés dans la transition au Congo. C'est toute une stratégie qui a été mise en place. C'est connu. On a fait des réflexions là-dessus. Hein, c'est toute une stratégie qui a été... Vous savez, le premier film qui a été élaboré par Thierry Michel sur le docteur Mukwege. Mais quand on va demander à ces mamans qui ont connu ces viols, ces traumatismes, aucune fois ces mamans se sont plaintes des soldats rwandais. Aucune fois. Et on parlait même des soldats du FRDC, des Maïmaï, ainsi de suite, qui violaient ces mamans. Et on a même interviewé des Maïmaï qui justifiaient pourquoi est-ce qu'ils violaient ces mamans. Êtes-vous en train de dédouaner les soldats rwandais? Non, je ne dédouane personne. Dans l'Est, oui. Non, écoutez, je ne dédouane personne. Non, je reviens à vos mots, vous avez dit que les mamans questionnées dans le film... Mais justement... Elles n'ont pas reconnu qu'elles ont été violées par les militaires rwandais. On veut amener le peuple congolais dans une situation de chaos permanente. Hein? C'est-à-dire qu'il faut créer le chaos dans ce pays pour le piller. Est-ce que depuis que nous connaissons ces drames-là, à l'Est, partout au Congo, est-ce qu'il n'y a pas des minéraux qui sortent de notre pays? Mais à Villefray, hein? C'est-à-dire que ceux qui ont besoin du coltan, ils n'ont plus besoin de venir investir pour construire et créer des industries minières. Ça ne les intéresse plus puisqu'ils ont facilement ces minéraux dans notre chaos. Donc ce chaos est voulu et entretenu. Et pour cela, il fallait créer la haine. La haine est devenue le comportement basique sur le plan politique congolais. Il faut quand même qu'on soit lucide dans tout ça. Je n'ai rien à voir avec... Le Rwanda, c'est un pays africain, mais c'est notre voisin éternel. Olingo Lingate, ils sont là, c'est notre voisin éternel. Nous aurons toujours à régler nos problèmes avec le Rwanda, quel que soit le régime qui est en place. Mais là, nous nous accusons mutuellement. Vous avez suivi récemment le Conseil de sécurité avec le rapport qui en est sorti. On dit le Rwanda et la RDC s'accusent mutuellement d'avoir créé des milices pour se combattre. Et le Conseil craint qu'il y ait éclatement d'une guerre directe entre Kinshasa et Kigali. Si le dialogue n'est pas amorcé. Oui, c'est un avis qui peut être acceptable dans le sens qu'il faut éviter cela. Mais si nous sommes arrivés à ça, ce sont les contradictions qui se sont aggravées. De part et d'autre, il y a un problème sécuritaire qui se pose. Le Rwanda, avec les FDLR au Congo, et le Congo, avec toutes ces rébellions qui sont à l'Est, qui seraient soutenues par le Rwanda ou par l'Ouganda, bref, le chaos qu'on entretient à l'Est du pays. Mais c'est aux Congolais d'être lucides. Tous ces experts des nations, soi-disant des Nations Unies, mais mon frère, moi, personnellement, j'ai été victime d'un rapport des experts des Nations Unies, d'une ONG internationale américaine, m'accusant dans ce rapport d'avoir vendu de l'or pour le M23 d'une valeur de 500 millions de dollars pour acheter les armes. À cette époque-là... Oui, mais dans ces rapports-là, on disait également que vous étiez des mèches avec la M23. Mais non, moi je défends la paix. Ça a toujours été ma dialectique. C'est-à-dire qu'il faut considérer les Banyarwanda, c'est-à-dire que Hutu et Tutsi, comme des Congolais, à part entière. Là, il y a un grand débat. Ça, c'est notre débat. Un grand débat d'ailleurs qui envenime la situation. Donc, nous allons en parler très prochainement. Ma conception, parce que j'ai voulu d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe
Vous savez, quand le CNDP a continué, a été créé, Rouberois Tutsi était vice-président. Bon, je me posais des questions. Comment un Tutsi, vice-président, je voulais comprendre, la rébellion du CNDP était menée par Nkunda, un Tutsi congolais. Ben, je voulais comprendre. À ce moment-là, j'étais président de l'Institut Al-Kadhafi pour l'Union africaine à Bruxelles. Et le feu colonel Kadhafi m'avait demandé, dans le cadre de l'Union africaine, d'essayer d'éclairer les chefs d'État africains sur ce qui se passe dans mon pays, le Congo. Sur ce, au lieu de me contenter de la presse, je suis allé sur le terrain. J'ai fait 15 jours avec les Nkunda dans la rébellion pour comprendre pourquoi ils ont continué à mener la lutte armée alors que Rouberois était vice-président. Ils m'ont expliqué les raisons. Et je me suis engagé intellectuellement et politiquement à défendre leur cause, qui pour moi paraissait Ils ont être expliqué juste. quoi, les devoirs de mémoire oblige? Faites-nous la restitution. Qu'est-ce que Nkunda vous a expliqué? Mais il m'a donné les griefs. Vous savez, j'ai visité les camps de réfugiés en Ouganda, des réfugiés congolais en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie. Il y a de ces familles qui sont dans ces camps, voilà, plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Quand on parle de camps de réfugiés, mais en Afrique, mais il faut aller voir comment ils vivent là-bas, comme des animaux. Dans des conditions, Et dans des conditions inhumaines. Oui. Et les parents, les jeunes là qui alimentent les rébellions du M23 ou je sais pas moi du CNDP, mais ils sont recrutés dans ces camps. Leurs parents leur disent, votre pays ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le Burundi, ce n'est pas la Tanzanie, c'est le Congo. Allez vous battre pour rentrer dans votre pays. Donc il faut une solution politique. Ça ne sert à rien de s'égarer dans la haine de l'autre simplement parce qu'il y a un pouvoir de Tutsis au Rwanda et comme ce sont des Tutsis, donc ils sont complices du Rwanda. Bref, on aggrave les contradictions et c'est toute la région qui est cassée. Le chaos s'installe dans toute la région. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Si on n'arrive pas à stabiliser la région des Grands Lacs, mais c'est toute l'Afrique qui est malade. Donc je vous dis, il y a toute une stratégie de reconquête impériale. Vous comprenez? Donc c'est à nous, l'élite africaine, l'élite congolaise, à comprendre les enjeux. Quand nous allons aux élections, ne votez pas n'importe qui. Ce n'est pas une campagne de diabolisation? Je ne diabolise personne. C'est un problème de lucidité. L'élite est là pour éclairer l'opinion. Je crois que je me fais comprendre. Oui, mais la question se pose également de votre tendance parce que quand vous parlez, le commun des mortels se posera des questions de savoir basé des Tezo et de quelle tendance. Et de là, on comprendra pour quelle chapelle vous êtes en train de prêcher. Vous savez, la tendance politique, je suis militant de l'UDPS dès sa création. Pourquoi? Parce que la lettre ouverte de 13 parlementaires avait recensé le mal congolais. Et qu'il fallait donner une autre orientation à notre pays. Nous nous sommes tous engagés, tous ces jeunes qui ont cru à ce message de nos aînés, nous nous sommes tous engagés dans ce combat. Et évidemment, il y a ceux qui ont continué à militer, il y en a d'autres qui ont fait un travail intellectuel et politique pour comprendre les enjeux. Et moi, je suis parmi ceux qui ont fouillé, qui ont voulu comprendre ce qui se passe dans notre pays. Et je suis arrivé à cette conclusion que nos malheurs, bien sûr, nous sommes responsables parce que depuis l'indépendance, nos dirigeants n'ont pas assumé leur mission pour servir le pays. Hein? Ils ont été c'était des acteurs manipulés par des intérêts extérieurs. Mais c'est aux jeunes d'aujourd'hui, c'est à la jeunesse montante, au peuple congolais de comprendre que nos malheurs, c'est nous d'abord les Congolais. Ce n'est pas les Ougandais, ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas les Kenyans, ce n'est pas la communauté internationale. C'est d'abord nous les Congolais. C'est ainsi que je dis, la solution à la crise de l'Est ne viendra pas de Kampala, de Kigali, de Nairobi ou de New York. Non,
c'est d'abord nous, Congolais, à être lucides. Être lucide. Oui. C'est-à-dire quoi avec, s'il faudrait être concret, la solution pour la pacification de la partie orientale ne viendra pas de Kigali, vous avez raison, mais c'est à nous, Congolais, d'être lucides. Vous voulez dire quoi? Parce que nous, on voudrait que les Ouazalendo chassent jusqu'au bout les M23 qui sèment la terreur et la désolation dans l'Est. Mais, mon jeune frère, on ne peut pas encourager des acteurs politiques qui veulent, disons, génocider, tuer une partie de la communauté congolaise. Moi, tout acteur qui vient à l'idée de haine, de mépris, voire même qui peut arriver même jusqu'au génocide, parce que nous, les Congolais, nous n'avons pas ce sens de vouloir chercher à comprendre. Vous savez, l'histoire et l'anthropologie des Grands Lacs, et elles sont différentes des régions comme l'Ouest, le Congo central, le Katanga, tout ça là. Il y a des problèmes qui se posent dans les Grands Lacs, leur histoire commune, leur mentalité, leur structure, tout ça là. Nous, à l'Ouest, on a du mal à comprendre ça. Mais il se fait que nous sommes dans un territoire qui nous a été imposé par des milieux extérieurs, des intérêts extérieurs. Nous avons accepté garder les mêmes frontières, le même pays. Donc, nous devons construire cette nation. Si celui qui a créé ce territoire reconnaissait qu'il y avait des indigènes, des populations congolaises d'expression Kinyarwanda, Hutu et Tutsi, celui qui a créé ce territoire les a identifiés. Pourquoi est-ce que nous, on doit contester l'existence? Non, mais ça ne passe pas dans justement, ça ne passe pas parce que l'élite, la classe politique, n'a pas un narratif constructif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un souci de construire une nation. On croit que nous avons une nation. On n'a pas une nation. Non, mais nous devons la construire. C'est un travail de longue haleine. Communauté congolaise d'expression. Oui, mais les labels, les mots. Vous dites ça, Basile, Diatezo, à la télé, ça choque les esprits. Vous vous rendez compte des Congolais? Je comprends les susceptibilités, mais nous devons dire la vérité aux Congolais et ils doivent accepter les évidences historiques. Parce que si nous continuons à nous montrer comme des idiots au niveau de la communauté internationale, bon, c'est un peuple immature, hein, dont on peut faire de ce peuple, de ce pays, n'importe quoi. Et ils viendront entrer comme ils veulent, casser tout, mais prendre nos richesses. Mais quelqu'un vous a traité de faire de la publicité de l'empire Imatutsi. Mais justement, de la communauté congolaise d'expression. Tu en arrives toi-même. Je vous ai dit, je t'ai dit que l'histoire et l'anthropologie des Grands Lacs, différentes de celles des régions de l'ouest du Congo, du sud, ainsi de suite. L'idéologie, l'hypothèse hamitique, ce n'est pas les Congolais qui l'ont inventé. Ce sont les Européens. Quand ils sont arrivés dans la région, ils ont développé des théories racistes et qui ont justement influencer les Africains de la région. Vous savez, quand nous, au Congo, quand les autres pays africains se battaient pour l'indépendance contre le pouvoir colonial, nos frères du Rwanda, nos frères du Burundi se battaient non pas pour s'affranchir du pouvoir colonial occidental, mais plutôt s'affranchir du pouvoir de leurs propres frères Tutsis, qui avait qui dominait politiquement. Donc nous on se battait pour l'indépendance vis-à-vis de la colonisation occidentale, mais eux au Rwanda ils se battaient contre cette minorité Tutsi qui avait dominé leur pays pendant plusieurs siècles. Et il y a des théories qui ont été développées, qui ont façonné l'idéologie politique aujourd'hui qui domine la région. On accuse les Hima, puisque ça s'étend jusqu'à Ituri. En Ituri, là-bas, ce sont les Hima.
les Ima, qui font partie de la famille Ima, dans le groupe des pasteurs. Donc il y a toute une idéologie qui a été développée, qui a été raffinée, tout ça là, pour influencer justement l'opinion dans cette région-là. D'où l'idéologie de l'empire Ima-Tutsi. Ce sont des aberrations intellectuelles, c'est-à-dire que on veut avoir un narratif pour justifier, disons, des intérêts politiques, ainsi de suite. Je crois que nous devons être rationnels. Hein? On ne gouverne pas avec des sentiments, non, on gouverne avec la raison. Le Kinyarwanda fait-il partie de nos dialectes? Ah, bien sûr. D'abord, la langue Kinyarwanda... Moi, je n'ai pas appris cela à l'école. Ah non, justement. La langue Kinyarwanda, c'est une langue bantou. Ça, il faut d'abord le savoir. Hein, parce que il y a aussi l'ignorance. Et le concept, le mot bantou, ce n'est pas un concept racial, raciste. Ça a été racialisé par les Européens, le pouvoir colonial. Et c'est ce qui a cassé justement l'harmonie dans cette région. Puisque les linguistes allemands qui est à l'origine de ce mot, lui, il a rassemblé, en fonction des langues utilisées dans cette région et presque dans la majorité de l'Afrique, des Africains, ils utilisaient le mot Ntou. Donc l'homme qui pourrait exprimer l'être humain, c'est un tout. Bon, donc, pour lui, il le classifie comme des bantous. Si on prend ce concept, mais les Ngwandi, par exemple, les Mbaka, ce ne sont pas des bantous, ce sont des Soudanais. Dans la classification linguistique, ce sont des Soudanais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il y a une classification linguistique qui a été galvaudée, qui a été manipulée par les Européens pour faire du bantou, du mot bantou, un concept raciste, racial. Dans votre exposé des faits, vous avez supprimé démocratiquement Denis Mukwege et Moïse Katumbi à la présidentielle de 2023 en faisant un appel à la conscience à nous électeurs de voter utile. Parlons du président Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Un profil... vous savez, quand je lis... Ou bien un danger à chasser comme Martin Fayoulou l'avait dit l'autre fois. Oui, non, je vais parler aussi de Martin Fayoulou. Je préfère d'abord parler de Martin Fayoulou. Je parlais après du président Félix Tshisekedi. Mais Martin Fayoulou, vous savez, il fait de la quinoiserie. Excusez-moi le terme. Il fait de la quinoiserie. C'est-à-dire que... il est là, il a ses réactions pour montrer que il est là, il s'impose, tout ça là, et dans ses arguments, on voit qu'il est léger. Hein, parce que si Fayoulou était un homme d'État, vraiment un homme d'État, il ne serait pas à ce niveau-là. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails. La haine, vous savez, dynamique, justement. Oui. Mais quand vous avez la prétention de gouverner un pays comme le Congo, il faut tenir compte de sa dimension spatiale et de sa diversité culturelle. Quand dans tes neurones, tu n'arrives pas à comprendre cela, c'est que tu ne mérites pas diriger ce pays. Il faut tenir compte de la dimension et de la diversité culturelle de ce pays. Les Tutsis, il y a des Tutsis congolais. Vous n'allez pas pour cela lier... Oui. Vous savez, le Rwanda... Il y a des Tutsis congolais qui n'ont pas de terre. J'ai suivi un éminent journaliste d'une certaine ère qui a dit, si l'on doit considérer la thèse selon laquelle il y a des Tutsis congolais, nous devons également acter que ces Tutsis congolais n'ont pas de terre. Parce que le combat et la guerre que nous avons, c'est la guerre des terres qui doit être sauvegardée pour les générations futures. Mais ça, c'est pas notre débat. Revenons à Martin Fayoulou. Non, c'est très important. Parce que cet argument qui me fait rire, c'est vraiment stupide. Ah, c'est pas fort, stupide. Ah oui, je dis bien, c'est vraiment l'élite qui utilise de tels termes, c'est que c'est une élite médiocre. Premièrement, qui est sorti de son sous-sol clanique comme un champignon dans notre pays. Nous sommes tous venus de quelque part.
Nous sommes tous venus de quelque part. Est-ce que vous savez que dans un pays comme le Kenya, la communauté indienne est considérée comme faisant partie de la famille kenyane? On ne parle pas de terre. Bon, alors dans ce cas, il faut dire aux Blancs de l'Afrique du Sud qu'ils quittent l'Afrique du Sud. La constitution du 18 février non, et justement, a répondu à cette question. J'en arrive. Vous parlez de terre, n'est-ce pas? Vous savez, il y a eu les tracés des frontières à la conférence de Berlin. Dans les zones transfrontalières, vous trouvez des communautés à cheval, hein, des communautés transfrontalières. Au Congo central, au Katanga, au Kasaï, partout. Et dans le cas, par exemple, des Grands Lacs, vous trouvez des rwandophones au Rwanda et vous trouvez des rwandophones au Congo. N'est-ce pas? Bon. Il y a eu ce partage en 1885. En 1910, il y a eu réajustement des frontières coloniales. Les Occidentaux, l'Angleterre qui avait l'Ouganda, la Belgique qui avait le Congo belge et l'Allemagne qui avait le Rwanda et le Burundi, ont signé leur accord de Londres pour fixer définitivement leurs frontières. Mais une partie du Congo se retrouve au Rwanda, en contrepartie de ce que les Allemands ont cédé au Congo. Mais quand vous cédez, vous allez par exemple sur le territoire de Tchangungu. Le territoire de Tchangungu, ce sont des Bashi. Avant 1910, il faisait partie de la famille Chi. Mais aujourd'hui, après 1910, ils sont devenus rwandais. Évidemment, comme la langue Chi est presque apparentée au Kinyarwanda, il n'y a pas eu facilité, mais vous allez à Tchangungu, vous trouvez des Chi, des Bashi. Vous allez dans le Massissi, mais vous trouvez des communautés qui sont là avant 1910. Léopold II, quand vous parlez par exemple, puisque souvent je vois certains acteurs politiques médiocres qui veulent stigmatiser les Banyamulenge dans le sud Kivu, soi-disant qu'ils n'ont pas de terre. Mais écoutez, ces Banyamulenge, ces pasteurs venant du Rwanda, puisqu'à cette époque il n'y avait pas de frontières, ces pasteurs venant du Rwanda à la recherche des pâturages sont arrivés sur les plateaux d'Itombwe, avant la conférence de Berlin, au XVIIIe siècle. La conférence de Berlin les trouve là. C'est Léopold II qui les a sédentarisés. Ils sont là avant la conférence de Berlin. Ouais. Ils se sont... Ça, il nous faut une émission pédagogique pour revenir sur ces questions qui font couler beaucoup d'eau sous les ponts en RDC depuis un certain temps. Je voudrais que nous puissions revenir sur la rencontre récente qui a eu lieu entre le président Tshisekedi avec les chefs. C'était un repas décor avec l'armée. Le président Tshisekedi a invité l'armée à la discipline et à leur devise de ne pas trahir le Congo. Mais il a parfaitement raison. Quand on observe les remous actuels à la veille des élections, les menaces des uns et des autres, de certains acteurs, bon, et que dans l'environnement, disons, politique africain, il y a ces coups d'État qui reviennent en vogue, ben, c'est normal et c'est le bon sens, même lui, en tant que chef d'État et chef des armées, de rassembler les officiers supérieurs pour leur donner des consignes de bonne conduite. C'est normal. Et surtout qu'il y a John Numbi qui a menacé la RDC avec des propos belliqueux. Mais vous savez, ça prouve déjà un manque de sérieux. Parce que on dit ceci, un chasseur ne touche jamais. Un bon chasseur ne touche jamais. Dès lors que un individu, un sinistre individu comme Numbi, avance de telles menaces, ben, il faut seulement rigoler. Bon, s'il veut prendre le pouvoir, il n'a pas à émeuter les gens, il n'a qu'à agir, c'est tout. Mais que les autorités aussi vont prendre
responsabilité pour le court-circuiter. Revenons au candidat président. Vous avez écarté Katumbi, Denis Mukwege, Martin Fayulu. Matata Ponyo, je sais que vous allez l'écarter. Bien sûr. Bon, non, est-ce que vous écartez des gens parce que vous êtes proche mais non, mais j'analyse de l'UDPS non. Mais non, je dis ceci, vous savez, parce qu'attention, il y a aussi Rex Kazadi, la différence candidat président entre beaucoup d'acteurs ou beaucoup d'analystes et moi, c'est que je fais une rétrospective politique de mon pays. J'ai fait des analyses sur différentes étapes historiques et politiques et je vois l'évolution des uns et des autres de ces différents régimes, acteurs, ainsi de suite. Matata Ponyo, on a vu sa soi-disant gestion du pays. Bon, est-ce que sa gestion était mauvaise? Écoutez, c'est à la justice. Oui, d'apprécier. Mais d'apprécier. Moi, je ne suis pas là pour. Attendez, mais vous savez, ce n'est pas mon problème. Oui. Je sais que il y a eu malgouvernance pendant la gestion du pouvoir de Kabila. C'est bon. On sait. Est-ce qu'après le pouvoir de l'UDPS, vous ne craignez pas qu'on dirait également de vous que vous avez mal géré le pays? Je me pose la question. Je ne répondrai pas. Vous savez, il y a le principe. Est-ce que, quand le président Fachi est arrivé au pouvoir, est-ce l'UDPS qui est arrivé au pouvoir? Sincèrement. Est-ce l'UDPS? Le président arrive au pouvoir. Ok. Et d'après certains acteurs comme Naga, Corneille Nangaa qui est en exil, puisque vous ne voulez pas qu'il soit libre dans son propre pays, malgré les élections qu'il nous a données, qui ont fait que le président Tshisekedi soit président de la République. Allez-y. Oui. Bon, Nangaa qui parle d'un compromis politique. Oui, un deal. Un deal, c'est un compromis. Oui. Bon, entre le camp Kabila et le président... Non, pas le camp Tshisekedi, le président Fachi. Hein? Bon. Le président Fachi est proclamé à la tête du pays. Mais il n'a pas la majorité au Parlement. Or, la constitution actuelle, parce que les Congolais aussi croient que c'est le président qui gère le pays. Ce n'est pas le président de la République qui gère le pays, c'est le Premier ministre et son gouvernement. Donc, mais vous le saviez depuis longtemps quand vous étiez dans l'opposition. Mais nous sommes en politique. Mais vous êtes en politique. Nous sommes en politique. C'était quelle politique? Une politique. Non, nous sommes en politique. Nous avons participé aux élections législatives. Nous n'avons pas eu la majorité. Voilà qu'aux élections présidentielles, le président Fachi est proclamé. Donc il a gagné les élections. N'est-ce pas? Jusque-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'entorse. Ni pour le pays, ni pour l'UDPS. Mais il se fait que l'UDPS est minoritaire au Parlement. Donc, il faut un deal, un compromis avec le groupe qui a la majorité au Parlement. Et c'est ce deal que Don Nangaa veut... Ça, c'est une excuse, hein? Ce n'est pas une excuse, c'est la vérité, non? Mais c'est la vérité. Non, mais quand on lit cela à la gouvernance du pays, parce qu'on a parlé... mais non, ça c'est un compromis. Nous sommes en politique. C'est-à-dire? Mais nous sommes en politique, c'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi n'avait pas la majorité au Parlement. Donc, pour former un gouvernement, il faut tenir compte de la majorité au Parlement. Tu es d'accord avec moi? Et pour cela, il a fallu un accord entre le groupe majoritaire et le président élu. Et c'est ce deal. Bon, dans ce deal, évidemment, il y a, vous avez certains paragraphes là qui sont contestables, mais ce n'est pas le président Fachi qui a pris l'initiative du deal. C'est ceux qui avaient le pouvoir qui ont pris cette initiative pour arriver à ce compromis-là. Donc, il ne faut pas culpabiliser le président Fachi pour ce deal-là. Bon, maintenant, nous sommes en politique. Mais vous savez, en politique, le feu honorable Étienne Tshisekedi nous disait toujours, jeune homme, en politique, il n'y a pas de cadeau. Hein? Ils ont donné le cadeau au président Fachi, ok, comme ils le disent, que c'est eux qui l'ont mis au pouvoir, ok, avec leur deal, d'accord.
Mais comment expliquer qu'il a su déboulonner les kabylistes? Il a déboulonné? Ah, mais écoutez, il les a déboulonnés. Vous êtes sûr? Puisque eux, ils étaient dans la stratégie. C'est pas un processus. Non. Parce que la vous savez, la corruption. Vous savez, quand il y a eu, non, ça, on peut entrer dans le détail, on peut expliquer tout ça là. Le président Fathi Teso, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Je vous dis merci d'être passé. Nous allons vous recevoir très prochainement. Le temps nous est imparti. Merci à vous. D'accord, merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver très prochainement. À toutes et à tous. À très vite. Merci Bakangaki déjà.